Oui, Monsieur Van der Poel. Thank you, Mr. President. Monsieur Van der Poel, merci, Monsieur le Président. There are just a few other witnesses I would like to cover. Je voudrais passer en revue encore quelques autres témoins. Je ne vais pas les passer tous en revue, tous ceux qui se trouvent mentionnés aux mémoires, mais je pense qu'il est important de souligner certains points pour la Chambre de première instance. Il y avait un témoin à Nova Casaba. Il s'agit d'un officier du bataillon néerlandais, Vincent Egbers, et il situe M. Béhara à Nova Casaba le 14 juillet. Comme vous pouvez vous en souvenir, il a écrit le nom de Béhara, le conseiller Paris, comme étant la personne qui l'a rencontré. C'est une mention qu'il a mis dans un rapport dressé à l'époque. Ça, c'est le point dans la pièce 2D0044. Et ceci se lit comme si. Il nous a donné un compte-rendu de ce qu'il avait consigné par écrit. Le colonel Béhara avait l'original. Il y avait une copie dans la possession de la section 23. Fermez les guillemets. À Zvornik, il y avait aussi les témoins. Il y avait Milorad Berkovic qui situe M. Béhara à la brigade de Zvornik dans la matinée du 14 juillet 1995. Et Drago Nikolic et Vujanin Popovic, c'est là qu'il les a rencontrés pour ce qui est du transfert des prisonniers qui devait arriver peu de temps après de Bratunac. Et puis nous avons le mémoire de la défense de Béhara au paragraphe 175 qui énonce que, je cite, Belkazenovic Belchakovic n'a jamais vu Béhara. Fermez les guillemets. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Le compte-rendu indique à la page inaudible que Belchakovic a dit lorsque Béhara et autre nom inaudible est arrivé, tout le monde a pu le voir. Et au compte-rendu, page 0112, 5 à 7, il déclare: lorsque je suis arrivé, Popovic et Béhara sont également arrivés. Donc ils sont entrés à la caserne et je les ai vus y entrer. Fin de citation. Donc je ne pense pas qu'il y ait la moindre ambiguïté sur ce point, mais je pensais qu'il était utile d'appeler l'attention de la Chambre de première instance sur ce point. Vous vous rappellerez bien entendu que peu de temps après cette réunion, les prisonniers ont été amenés de Bratunac par car, en autocar. Le 14 juillet, nous avons également eu une identification fait de M. Béhara à quelques mètres de l'école Petkovici, et ceci c'était par Marko Milosevic. Cette occasion, il situe M. Béhara à l'école en fin d'après-midi le 14 juillet 1995, et vous vous rappellerez qu'à cette occasion, c'est Drago Nikolic qui a fait remarquer à M. Milosevic la présence de M. Béhara. Il est clair que quelqu'un sait qui était Béhara, et c'est quelqu'un qui évidemment savait qui était M. Béhara, le 14 juillet 1995. Le témoin PW104, c'est celui qui a rencontré M. Béhara le 14 juillet 1995 à la brigade de Zvornik, et où il a demandé de l'aide, il a demandé aide et assistance pour les ensevelissements. Il a dit, je cite, nous avons un grand nombre de prisonniers et il est très difficile pour nous de les contrôler. Ils se trouvent à divers lieux de la municipalité de Zvornik. Il faut que nous en débarrassions. Je m'attends à avoir de l'aide de la municipalité. Le témoin W104, bien entendu, a compris ce que cela voulait dire que d'enterrer ou d'ensevelir les prisonniers exécutés. Quant au témoin PW165, il a témoigné avoir entendu Béhara, qui était au poste de commandement de la brigade de Zvornik le 15 juillet 1995, lorsqu'il a vu également Vujanin Popovic
on lui a dit que ces deux se trouvaient là pour rencontrer le commandant. Le 16 juillet, nous avons une autre identification de M. Behara à l'école de Kula, près de Slavko Peric, par le témoin Slavko Peric, je reprends l'interprète. Et ceci est un peu plus intéressant que les autres. Dans ce cas précis, M. Peric situe à la fois M. Behara et M. Popovic à l'école de Kula au moment où on ordonne aux prisonniers de monter dans les cars et on les conduit à quelques kilomètres plus loin à la ferme de Braniewo où on va les exécuter par balle. Si je peux lire juste un petit morceau du compte-rendu, il s'agit du compte-rendu à la page 114. 114. J'ai demandé à M. Perisic qui était... est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion de qui étaient ces officiers? Ce que vous avez vu le 16 juillet, réponse approximativement. Il présentait quelques ressemblances avec les hommes que j'ai décrits. Question. Et qui étaient les personnes que vous avez vues dans la presse? Quel était leur nom? Est-ce que c'était... Réponse non, vraiment, je ne veux nommer personne. Question. Vous rappelez-vous si vous avez précédemment nommé quelqu'un? Réponse c'est possible. Question. Et qui avez-vous nommé? Réponse, j'ai nommé Behara et Popovic. Alors, il est clair d'après ces réponses qu'il se prononçait de façon équivoque en ce qui concernait l'identification qu'il avait précédemment faite, mais je voudrais soutenir que la raison pour laquelle il s'exprimait de façon équivoque concernant l'identification précédente, c'était parce que l'identification précédente était exacte. L'identification précédente avait été faite à un moment où il n'était pas confronté à l'accusé assis dans une salle d'audience. Il a d'abord décrit M. Behara et également décrit M. Popovic dans le compte-rendu. La seule raison pour laquelle il n'aurait pas voulu répondre à la question, si l'identification qu'il avait faite précédemment n'avait été qu'une pure approximation, ce serait en fait parce que c'était exact. La seule raison pour laquelle il ne voulait pas répondre. Et je soutiens que cette identification, plus particulièrement celle de M. Popovic, et j'en parlerai plus tard, est corroborée par d'autres éléments de preuve, tels que les preuves de conversation interceptées enregistrées qui le relient aux événements de Pilica. Quant à M. Behara, on dispose de preuves tout aussi contraignantes, tout aussi solides. L'identification que je viens d'évoquer, j'espère, a bien mis en lumière la faiblesse de la défense qui a été présentée par la défense de Behara du point de vue de l'identification et la force de ce qui a été dit au point de vue identification et bien entendu de la Libye. Et je voudrais souligner à la Chambre de première instance que ce que nous avons ici, c'est un échec total en ce qui concerne la Libye. Et ce qui concerne les identifications par la défense telles qu'avancées par l'équipe de M. Behara. De façon réaliste, pour que ces défenses puissent être retenues, vu la diversité des témoins qui ont pu identifier les personnes et les documents d'éléments de preuve pour corroborer les conversations servant à corroborer, il aurait fallu un plan particulièrement élaboré, calculé et coordonné entre tous les témoins, dont un grand nombre ne se connaissent pas entre eux, et un grand nombre qui, dans le cas des opérateurs qui interceptaient les conversations, se trouvent de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. L'autre possibilité, c'est que quelqu'un
serait rendu confidentiellement en portant un uniforme de BARA, en faisant semblant d'être le chef de la sécurité de la VRS, à l'état-major principal de la VRS, auprès d'officiers de la VRS, dans un secteur contrôlé par la VRS, en espérant ne pas être pris, ne pas être gêné et réussir à s'enfuir avec cela. Ça n'est pas une possibilité réaliste ou viable par rapport à la force des identifications qui ont été présentées à la Chambre de première instance. Il existe des preuves de participation directe de M. Béhara, qui aurait directement été mêlé aux crimes qui lui sont reprochés, et ces éléments de preuve, vous pouvez les trouver dans les conversations interceptées enregistrées en espèces. Alors, la défense se réfère à une conversation enregistré le 13 juillet à 11h25. Il s'agit de la pièce P 1341. Je l'avais mentionné plus tôt, mais je pense que je vais la mentionner à nouveau. Il s'agit d'une conversation interceptée qui dit que le colonel Liubo fait partir 4 cars ou bus, 2 camions, une remorque à Kasaba pour transporter des prisonniers musulmans. Ils vont être envoyés au camp du village de Batkovici où à ce moment-là, il y aura un tri fait entre les criminels de guerre et les soldats ordinaires. Maintenant, la défense de Béhara a fait valoir que ceci démontrait une absence d'intention criminelle et que c'était une chose parfaitement légitime que l'on proposait. Je voudrais faire valoir que ceci montre exactement le contraire parce que, avant que je vienne ici, je voudrais faire remarquer 2 points. Premièrement, il n'est pas clair, d'après la conversation interceptée, de savoir qui en fait est en train de parler. On ne voit pas clairement, on ne comprend pas clairement, d'après la conversation enregistrée, quelle est la source de l'information. Il dit que Béhara va faire quelque chose, mais on ne dit pas qui le dit ou qui en rend compte, ou à partir de quel endroit c'est indiqué, ou d'où provient l'information. Ça ne vous montre rien en ce qui concerne son intention, parce que vous ne savez pas qui est en train de donner cette information, ou où cela, en fait, d'où cela provient. L'autre chose, c'est que si ça provient effectivement de M. Béhara, à ce moment-là, ça pose la question de son alibi comme moyen de défense. Ça met en question son identification et la véracité de la thèse de la défense, parce que ça démontre qu'il est conscient de la situation, qu'il est conscient du fait qu'il y a des prisonniers à Kasaba, qu'il est conscient du nombre de ces prisonniers, vu le nombre de camions qui ont été envoyés là pour les prendre, et qu'il est mêlé à la question de disposer de ces prisonniers quand il, en fait, est en route pour aller célébrer son anniversaire chez lui. Et je voudrais soutenir que ce que ceci démontre, c'est l'évidence de l'intention, parce que si vous regardez une autre conversation interceptée enregistrée, à savoir la P01130 à 10h09 le 13 juillet, c'est une conversation qui a fait l'objet de contestations assez vives par la défense de Béhara, mais il s'agit d'une interception qui commence par Béhara qui parle, et qui parle à Seigneur Lukic, et qui dit à Seigneur Lukic, est-ce que tu entends, est-ce que tu sais que 400 balayas sont arrivés à Konjevik-Polje? Et Lukic répond, je sais, question. Et il dit, où sont-ils maintenant? Et la conversation se poursuit. Citation, ils ont été désarmés. Est-ce qu'ils ont été désarmés, se reprend l'interprète? Est-ce qu'ils ont été rassemblés? Béhara répond, excellent. Lukic dit, excusez-moi, Béhara dit, Lukic dit, il y a un énorme groupe qui est là. Et Béhara dit, bien, vous pouvez aussi, ces 20, comme c'est écrit, d'après la conversation interceptée, de sorte que les forces qui ne sont pas dispersées puissent les avoir sur la cour de récréation. Qui s'en fout, qui s'en préoccupe? L'interprète est prié de ralentir pour les interprètes et pour le compte-rendu. Le président, est-ce que vous avez entendu cela? M. Van Der Poel, je l'ai entendu. Le président, je vous remercie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire en sorte que cela soit? M. Van Der Poel, oui, Monsieur le Président. Plus tard, dans cette conversation enregistrée interceptée, M. Béhara est mis en liaison avec
Zoran Malenic lui dit que au cours de cette conversation, je cite, ils sont en train de se tuer. Il y a un très grand nombre de blessés aussi. Monsieur Béard a dit, il se peut qu'ils fassent ça entre eux. Laissez-les continuer. Et Malenic dit, il continue, Béara dit, excellent, laissez-les continuer. La conversation interceptée qui suit, lorsqu'il est question des cars, des bus en l'occurrence, qui ne sont jamais arrivés à Batkovici, donne à penser que cette conversation, si c'est bien M. Béara, constitue un prétexte. Et ceci fait que la situation est bien pire parce que ça montre qu'il y a volonté de tromper et de planifier de façon à manipuler les choses pour des personnes qui ne se méfient pas. Ou bien cela montre que quelqu'un d'autre a fait cet appel et que l'information peut ne pas être fiable, auquel cas ceci ne montre pas aucune intention, aucune preuve d'intention sur mon interprète. Certainement, ça n'est pas à décharge, comme la défense voudrait le faire valoir en l'espèce. Sorry, just bear with me. Question, pardonnez-moi, veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous plaît. Wanted to show you another intercept. Je souhaite vous montrer une autre écoute téléphonique qui est en dit long sur l'intention de M. Béara et sa participation à l'entreprise criminelle commune dans ce procès. This is an intercept. It's Il s'agit d'une écoute téléphonique 1179. C'est une conversation interceptée où on entend le général Béara parler au général Krstić. Vous vous souviendrez peut-être que ceci commence à Futua. Est-ce que vous avez exécuté l'ordre du supérieur hiérarchique dans cette conversation interceptée? Monsieur Béara cherche à obtenir 30 hommes qui faisaient l'objet d'un ordre. Il s'agit du 15 juillet à 10 h du matin. Il doit passer par la structure du commandement afin de trouver les hommes qui pourront faire appel aux membres de l'armée pour exécuter cet ordre qu'on lui a confié. Et nous avançons que ces ordres sont destinés à mener à bien ces exécutions. Il n'arrive pas ici par hasard, il vient s'entretenir avec les gens et leur donne l'ordre en usurpant la chaîne de commandement. Cela n'est pas le cas. Ce que cette conversation interceptée montre, c'est qu'il agit entièrement conformément à la chaîne de commandement et qu'un dernier exemple montre comment l'organe chargé de la sécurité fonctionnait par rapport au commandement et à la structure du commandement de la VRS. Cette écoute téléphonique est significative parce que tout à la fin de cette dernière, vous entendez M. Béara dire, après avoir cherché à avoir ces hommes, le général Krstić fait référence à inaudible et le général Krstić fait référence à inaudible. Et c'est en essayant de l'obtenir du MOUP, et M. Béara dit « Je ne sais pas quoi faire, je veux dire Kerley. Il y a encore 3500 colis que je dois distribuer et je n'ai pas de solution. » Et le général Krstić dit « Je vais voir ce que je peux faire. Ces 3500 colis, la défense avance, ne peuvent pas être définis suffisamment précisément.
Mais pour que les juges de la Chambre puissent se reposer dessus, je souhaite avancer qu'au contraire, ce terme est tout à fait clair. Non seulement il est clair au niveau de l'écoute téléphonique, mais il est clair dans les autres conversations interceptées également. Dans son mémoire, la défense cite j'ai perdu en fait mon texte. Je cite Rakic qui parle de ce terme en indiquant qu'il s'agit d'unité. En réalité, les éléments de preuve ont été montrés dans cette affaire qui définit plus clairement ce terme. Les éléments de preuve définissent ce terme dans la propre bouche de M. Béhara. Je crois que ce qui l'illustre le mieux, c'est la pièce P 0130. Non, 01830, qui est daté du 1er août 1995. Conversation interceptée entre M. Béhara et un certain Stadley. Stevo. Dans cette conversation, il parle du fait qu'il faut ramener les personnes qui ont fui GEPA afin de les échanger. Et au cours de cette conversation, on peut lire ce qui suit. C'est M. Stevo qui parle. Bonjour, bonjour. Lubo, tu appelles d'où? Vous appelez d'où? Comment ça s'appelle? Est-ce que vous entendez? Réponse, pardonnez-moi, réponse de Charvo. Nous, ici, nous venons de rentrer. Zoko Chavchich est également avec nous. C'est Béhara qui parle. Pour l'instant, il y a environ 3000 colis. 300 colis. Ceux qui capturent le colis remettent le colis aux flics. Je sais que c'est eux qui gardent cela. J'en ai parlé au chef du soupe Douzitse. Il dit « Je ne peux rien faire pour vous pour l'instant, mais je reste en contact. » Et le chef doit prendre une décision sur ce qu'il doit faire. Nous devons en parler à notre chef et au commandant suprême, au chef suprême. Cette information est confirmée par mes hommes. Il y a 1000 colis à un endroit qui ressemble au nôtre. Ils sont tous serrés là-dedans. Ils ont dit qu'il y a beaucoup de soucis là-bas parce qu'il y a des vallées et des grottes et qu'on ne peut rien faire. Les petits colis partent en premier et les gros restent pour la fin. Ils partiront tous sans doute dans la même direction. Ce passage est très évocateur quant à l'emploi de ce terme et quand il est utilisé par Lubo Béhara. Si nous passons à la page suivante de cette conversation interceptée, nous voyons quelle est la participation et la connaissance de M. Béhara par rapport aux crimes qui lui sont reprochés. Ce qu'il dit, c'est ceci, eu égard à l'enregistrement de ces personnes. Ils prennent leur nom, mais cela n'a pas d'importance parce que nous pouvons demander à ce que le CICR les escorte jusqu'à nous et ces personnes peuvent être échangées ici. C'est écrit dans le contrat. Nous n'avions aucun plan visant à les tuer, mais nous souhaitons les échanger. De les tuer eux, les fils de pute, mais de les échanger. Donc c'est une conversation téléphonique importante parce que cela montre qu'il avait connaissance des plans à propos des prisonniers qui ont précédé les personnes qu'il essaye d'attraper maintenant. Lorsqu'il dit « nous n'avions pas l'intention de les tuer », c'était dans le cadre d'un échange. Donc quelqu'un pense quelque part que c'est le cas et c'est quelque chose dont il est tout à fait au courant. La raison pour laquelle il est au courant de cela, c'est parce qu'il était étroitement lié à cela. Ce que la défense a tenté de faire à l'égard de ces écoutes téléphoniques et des éléments de preuve qui découlent de la bouche même de l'accusé, c'est de faire appel à des linguistes. Monsieur Remetic, qui est venu ici pour vous parler du fait que Lubo est un nom assez commun, donc on ne peut pas se reposer là-dessus lorsque l'on voit ce prénom dans une conversation interceptée pour associer cela à l'accusé.
Il dit qu'il a eu l'occasion d'examiner ces conversations interceptées et qu'il n'en a vu qu'une poignée. Donc, compte tenu du dialecte, compte tenu de la façon dont il parle, il a témoigné en disant qu'il a interviewé M. Bahara pendant un certain temps, moins qu'il n'aurait voulu, pendant un court laps de temps. Et il a dit dans son témoignage qu'il n'a jamais envisagé la possibilité que M. Bahara puisse être ou puisse faire l'objet de poursuites pénales par rapport à de graves crimes, afin de savoir si oui ou non ce qu'il disait était honnête et s'il s'était entretenu avec lui ouvertement, puisqu'il s'agissait de savoir comment il parlait, quelle était sa façon de parler. Il a témoigné, il a dit qu'il a obtenu des exemples de ses discours ou de ses paroles, quelque chose qui permettrait d'indiquer que M. Bahara ressemblait à ce qu'il entendait dans les conversations téléphoniques interceptées de 1995, qui était la période sur laquelle on l'avait demandé de faire ses recherches. Le témoignage a fourni au juge de la Chambre quelque chose qui est quasiment sans valeur. Les éléments de preuve ou l'information, plutôt que la Chambre est tout à fait en mesure d'analyser d'après les éléments de preuve, sans l'expertise, si vous voulez, sans l'expertise, si c'est ainsi que vous voulez l'appeler, qu'il propose. Il ne peut fournir aucun élément d'information sur la fiabilité statistique de ses travaux, ni d'information sur le fait si oui ou non ceci avait été examiné par ses pairs ou si ceci avait été évalué par ses collègues. Et j'avance que cette information qu'il a fournie est absolument sans valeur. La seule chose qu'il est dite, c'est que le terme est d'origine latine, Sinor est d'origine latine, et que ceci est typiquement utilisé dans la langue croate. Ceci fait référence au dalmate, puisqu'il s'agit là de la conversation qui vient d'être lue. Et au cours de cette conversation, on entend Senor Lucic, et qui montre que Bahara a participé au traitement des prisonniers à Nova Kasaba. Vous vous souviendrez que Stephanie Freeze a également dit dans son témoignage que c'était le dalmate et que c'était un mot typiquement dalmate. Le dalmate qui était parlé et que ceci est un mot typiquement dalmate. La défense de Bahara cherche également à établir quelque chose à propos du mot triage qui est cité dans l'exemple en question. Et ils avancent que le mot triage est utilisé dans une conversation. C'est le 1-1. C'est le 1164. Et la défense affirme que ce terme-là signifie quelque chose d'autre. Qu'il ne s'agit pas d'exécution. Nous savons que cette conversation-là utilise ce terme-là en l'espace de quelques heures avant le début des exécutions à Pilica. Environ quelques heures avant. J'avance que les éléments de preuve avancés dans cette affaire établissent que le témoignage de Richard Butler établit que le terme de triage est utilisé dans cette conversation et montre clairement que c'est le début des exécutions qui ont commencé à Pilica le 16 juillet. Il est important de noter que nous disons cela parce que ceci est très proche du moment où les exécutions ont commencé à Pilica. Slavko Pelic, vous vous souvenez de cela, fait démarrer ses exécutions vers midi. Ademovic estime que c'est vers 10h ou 11h que ces exécutions ont commencé. Et la proximité de ces écoutes téléphoniques avec le moment où les exécutions ont commencé signifie que le sens accordé par M. Butler à ce terme correspond à ce qui figure au compte-rendu d'audience de ce procès. Il y a également des entrées dans le registre de l'officier de permanence, un carnet de notes que je ne vais pas examiner avec vous, mais c'est un autre domaine dans lequel les équipes de la défense attaquent ou contestent les éléments de preuve présentés dans cette affaire.
Ces éléments sont des choses que vous avez entendues. Vous avez entendu le témoignage sur la chaîne de conservation, sur le caractère des entrées dans ce registre. Vous avez entendu des témoignages sur l'ordre chronologique, sur les écritures dans ce registre. Et j'avance, Madame, Messieurs les juges, qu'en évaluant ces éléments de preuve, vous conclurez à des éléments de preuve suffisamment fiables qui permettent d'établir à quel endroit et comment se trouvait l'accusé et comment il s'est comporté. La défense affirme qu'il n'y a aucune preuve il n'y a aucune preuve au niveau du compte-rendu que M. Béara se trouvait à GEPA. They said there's not a single witness. Ils ont dit qu'il n'y a pas un seul témoin qui dit qu'il avait vu Louis Béara à GEPA et je suppose qu'ils ont l'intention d'établir le fait qu'il n'y a aucun lien entre les crimes qu'il avait commis et le transfert forcé de la population de GEPA. Il y a ici deux choses à noter. La première chose, c'est que le transfert forcé, comme cela était indiqué dans l'acte d'accusation, est quelque chose qui inclut les hommes qui ont été transférés à Zvornik, à savoir les hommes qui ont été séparés des autres, on les a fait monter au bord des autocars à Bratunat, transportés à Zvornik, où ils ont été exécutés. C'est au paragraphe 78, paragraphe A2. Il a donc supervisé, il a facilité, il a surveillé le transport des hommes musulmans de Potocari à Bratunat et de Bratunat au centre de détention au pluriel dans la zone de Zvornik, plus particulièrement aux écoles de Haravac, Petkovci, Rochevac, Kula, Pilica, centre culturel Pilica. C'était du 13 au 16 juillet 1995. Et cela faisait partie du transfert forcé dans cette affaire. Je pense que dans cette partie, on peut souligner la contribution importante de M. Béara dans ce sens-là. Il est vrai que pourtant il y a des moyens de preuve présentés dans cette affaire selon lesquels M. Béara était à GEPA et peut-être que cela c'est Président, nous sommes en audience publique. À nouveau, nous n'avons plus de temps pour ce qui est des arguments à être soulevés par rapport à ce point. Donc l'audience est levée et nous continuons nos débats demain à 9 h.